Ce jour, après 150 ans de fédéralisme au Québec, j'entendais cette semaine à Toronto le premier ministre du Québec faire la démonstration que le Québec était encore dans l'intergouvernemental et n'embarquait pas dans la logique fédéraliste. Bonne chance. Même après 50 ans de pratique, il nous a bien servi. Mais je crois qu'il faut absolument assumer la vocation fédéraliste de l'Europe. Quand il y a... Les grands sommets maintenant, c'est le président de la Chine qui rencontre le président des États-Unis. Sarkozy, c'est bien. Hollande éventuellement, ou les autres. Mais ce que je veux dire, ça prend le changement. Le Bérou, on a quel Bérou tout à l'heure? Monsieur Bayrou, non, mais je ne m'immerse pas dans la politique intérieure française. J'ai assez de métro au Canada. Mais ce que je veux dire, c'est que le président de la France, la chancelière de l'Allemagne, le premier ministre de l'Italie, qui ne peut pas faire le poids, le ministre l'a très bien décrit, dans un univers où ce sont des continents qui... et il faut que l'Europe se dote d'institutions, à mon avis, qui reflètent avec légitimité cette vocation qui, à mon avis, est inscrite depuis le début du parcours. Christophe a le regard sceptique, ou alors... Oui, j'aurais nuancé un peu le propos. D'abord, sur les positions fédéralistes de Merkel, je demande quand même à voir, parce qu'elle n'a pas hésité, avec d'ailleurs le président français, à constamment privilégier des solutions intergouvernementales dans la crise. Les deux traités, le traité budgétaire et même le traité sur le mécanisme européen de stabilité, ce sont des traités intergouvernementaux et qui ont écarté de manière extrêmement claire les institutions communautaires, la Commission étant dans ces deux traités plus un organe technique que politique. Bon. Donc il faut se méfier des apparences. Surtout qu'en Allemagne, il y a un débat, notamment dans la perspective des prochaines élections, où il y a une sorte de course par rapport aux positions qui sont portées par les Verts. Les Verts allemands sont extrêmement fédéralistes, défendent effectivement le Parlement et la Commission, et j'ai le sentiment que c'est un des éléments aussi de l'inclination actuelle de la CDU, voire aussi du SPD. Bon, enfin ça c'est un autre problème. Là où je suis, non pas plus sceptique, je pense que la crise va profondément, et la manière dont l'Europe va répondre à la crise, va profondément orienter la suite. Ça, j'en ai l'intime conviction. Maintenant, le projet fédéral. On le ressort à l'occasion de cette crise, le saut fédéral, etc., etc. Bon. Il faut quand même tirer les conclusions, les conséquences, en tous les cas, de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, notamment en France, c'est-à-dire le fait que lorsque un projet fédéral est venu en discussion à travers la Constitution, eh bien, je constate, comme vous tous, qu'il n'a pas été accepté en France par la population. Donc, pour parler clairement, un projet fédéral, il ne peut pas simplement être lié à des nécessités, il doit être lié aussi à une adhésion autour de ce projet. Et je suis désolé de dire que cette adhésion, à mon avis, aujourd'hui, elle est très minoritaire. Elle est très minoritaire, et elle le reste. D'ailleurs, je crois que dans l'enquête du Monde, il est montré qu'une partie des Français souhaitent qu'on retire des compétences aux institutions communautaires. Donc, il faut regarder cette réalité en face. Je suis personnellement pour aller dans le sens que vous indiquez. Mais ce qu'il faut, c'est trouver le chemin, c'est trouver la stratégie. Ne nions pas un certain nombre de réalités. Et sur ce plan-là, les institutions communautaires ont aussi leurs propres responsabilités. Nous voyons arriver des choses, par exemple, de la Commission, qui sont problématiques, parce qu'elles sont profondément en porte-à-faux avec notre culture, avec notre histoire. Je vais dire, par exemple, il y a maintenant ce qu'on appelle le semestre européen. Dans le cadre du semestre européen, les États donnent un document qui s'appelle le plan national de croissance, je ne sais plus comment il s'appelle exactement,
à la Commission, et la Commission donne un avis sur ce plan. Quand vous lisez le document de la Commission, et M. Olli Rehn est venu le défendre devant l'Assemblée nationale, je me faisais la réflexion, à travers les propositions qui sont faites, si ce document était soumis au vote des Français, je pense qu'il ferait peut-être 1% des voix. Voilà. Donc c'est clair, puisque ce document, il n'est porté, les propositions qui sont dans ce document ne sont portées par aucun parti politique dans notre pays. C'est-à-dire la déréglementation du droit du travail, c'est-à-dire la possibilité de licencier beaucoup plus, c'est-à-dire toute une série de propositions qui ne sont pas portées en France. Donc ça pose quand même un problème. Donc je pense quand même qu'il faut sans doute avoir en tête cette perspective fédérale, mais il y a quand même deux problèmes. C'est un, de la faire vivre, j'allais dire, dans les cœurs, et c'est loin d'être acquis, et deuxièmement, de trouver la stratégie politique. Sur ce plan-là, l'intégration, et j'en termine, il y a bon, d'ailleurs, Guillaume est un peu responsable de mon appréciation actuelle, puisqu'il m'a fait rencontrer un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelle Luc Van Middelaar, qui vient d'écrire un livre très intéressant qui s'appelle Le passage à l'Europe, et qui, effectivement, explique ça très bien. Le projet fédéral reste un projet extrêmement artificiel, plaqué, et encore une fois, il faut trouver la stratégie pour essayer de régler le problème. Et sur ce plan-là, c'est là que je voulais en venir, l'intergouvernemental, la coopération entre les États peut aussi amener à plus d'intégration. Ce sont les États qui, à certains moments, parfois contre comment dirais-je, leurs intérêts nationaux, ont accepté d'avancer, de faire le saut pour aller vers telle ou telle direction. Donc là, je reste personnellement tout à fait fidèle à ce qu'avait dit Jacques Delors. L'Europe, c'est une fédération d'États-nations, et je crois qu'il faut continuer à travailler dans cette orientation-là, c'est-à-dire à renforcer l'ensemble des niveaux qui peuvent être renforcés pour aller vers plus d'intégration. Mais l'opposition intergouvernementale fédérale, moi, me semble aujourd'hui un peu stérile. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste juste quelques minutes. Moi, j'avais deux questions. Je vais demander juste à ceux qui veulent y répondre, parce qu'on n'aura pas le temps de refaire un tour. Deux questions qui viennent des propos de Christophe, mais qui sont au cœur de notre débat. C'est, oui, on sait qu'on doit aller vers quelque chose qui est une puissance européenne, qui est une puissance fédérale, que ça reste tabou, ou pas. Comment on fait pour y aller? Quelle voie? Est-ce que quelqu'un a une idée tout le monde a en tête l'objectif, mais est-ce que quelqu'un a une idée de la voie? Jean Leonetti. Sur la voie, hein, pas sur la voie. La voie, c'est passage. C'est d'arrêter d'opposer la souveraineté nationale et la construction européenne. C'est affirmer au contraire que parce qu'on est français, on est européen, et parce qu'on est attaché à notre pays, et qu'on est patriote, on veut que l'Europe se construise. Ça, c'est l'idée. Après, est-ce qu'il faut utiliser le mot fédéralisme? Dans mon parti, de temps en temps, quand je dis ça, et c'est ma conviction, je vois qu'un certain nombre s'énerve. De moins en moins. Franchement, chacun sait qu'il n'y a plus que Jacques Miard qui saute sur son fauteuil quand je parle d'eurofédéralisme. J'ai même surpris Alain Juppé de dire eurofédéralisme. Je lui dis, mais toi aussi? Oui, pourquoi ne pas le dire? Après tout, qu'est-ce que c'était? De mettre la monnaie commune. C'est pas un partage de souveraineté? Et la souveraineté partagée, je ne sais plus qui l'a dit, c'est pas une souveraineté abandonnée, c'est au contraire une souveraineté renforcée. Alors, les Français, quand on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on harmonise l'impôt sur les sociétés, ils disent oui. Ah oui, mais alors on abandonne une part de notre souveraineté, puisque le Parlement ne peut plus définir l'impôt sur les sociétés. Ils s'en moquent, et ils ont raison. C'est pas ça l'identité nationale. C'est pas ça les valeurs de la République. Les valeurs de la République, je sais ce que c'est, vous savez ce que c'est. Nos enfants savent ce que c'est. Mais qu'on leur dise, on a le même impôt sur les sociétés en France et en Allemagne,
Ça leur fait pas horreur. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont perdu une partie de leur France. Donc, un, ne pas opposer. Deux, être pragmatique. Le gouvernement économique européen, il y a 2 ans, personne ne pouvait en parler. C'est pas du fédéralisme, le gouvernement économique européen. Et la monnaie unique, c'est pas du fédéralisme. Alors, s'il ne faut pas dire le mot, parce que le mot choque, eh bien, mettons en place de manière pragmatique l'idée, sans toucher à la diversité. Que quand vous arrivez à Varsovie, ce soit Varsovie. Que quand vous arrivez à Paris, ce soit Paris. Quand vous arrivez à Berlin, ce soit Berlin. Et que chacun de ces peuples porte son histoire, son destin, sa culture. Mais qu'en même temps, qu'on fasse un euro-fédéralisme à la fois fiscal, à la fois monétaire, à la fois économique, et obligatoirement au bout social, parce que l'un ne va pas avec l'autre, eh bien oui, sans toucher à la culture, à l'histoire et au destin des peuples. Et ça, c'est l'unité dans la diversité. Donc je vous propose de garder l'idée, ma souveraineté, je la partage et je m'enrichis des autres. Ça, c'est l'idée. Et puis, de manière pragmatique, faisons l'harmonisation fiscale, sociale, par petits pas, comme l'Europe sait bien le faire. Et un jour, on dira, tiens, cette Europe est fédérale. Et alors, on constatera que les Français y ont adhéré parce qu'ils ont compris qu'on n'avait pas touché à leur identité, mais qu'en même temps, on avait amélioré la compétitivité économique, la croissance et l'emploi de la jeunesse. Donc, essayons de ne pas opposer la France et l'Europe, la nation et la construction européenne. Et puis, en même temps, et c'est le dernier point, et je ne peux pas l'aborder parce que sinon je mangeais trop de temps, et comment on fait pour rendre l'Europe populaire? Eh bien, ça, c'est un sujet qui me paraît un sujet intéressant. Je pense que la pédagogie devrait arriver à cet objectif. Et enfin, moi, je suis de ceux qui pensent que l'Europe s'occupe trop de tout. Et quand on s'occupe de tout, on ne s'occupe pas de l'essentiel. Et donc, je ne suis pas opposé à ce qu'on fasse un inventaire et qu'on se dise, eh ben non, l'Europe, elle ne s'occupe pas de la taille du poisson en Méditerranée. Voilà. Voilà. Et parce que le poisson en Méditerranée n'est pas tout à fait pareil que le poisson dans l'Atlantique. Qu'elle regarde les grands équilibres, qu'elle regarde les grands projets, qu'elle soit porteuse d'équilibre écologique, de développement durable, oui, mais qu'elle ne vienne pas, cette Europe tatillonne, qui détruit l'idée et l'idéal européen à force d'idées de technocratie, elle est mortifère pour l'idéal européen. Donc, qu'elle s'occupe de l'essentiel, de ce qui est en subsidiarité supranationale et de notre souveraineté partagée dans un idéal commun. Je vois le regard de Jean-Marie Cavada, j'en profite pour faire un peu de publicité pour le monde, en vous invitant à lire la très bonne tribune sur Inventons une souveraineté collective, qui reprend un peu ces débats dans l'édition du Monde. Inventons une souveraineté collective, donc partagée. Alors justement, Monsieur le ministre, c'est la fin. On a posé, avec la question de l'Europe populaire, la question de la confiance aussi, entre les Européens et leurs institutions. Et cette confiance, c'est la clé de tout. Quand on regarde les sondages, quand on regarde une série de choses, on voit que la connaissance mutuelle est insuffisante, que les Français se méfient des Allemands, enfin, on le voit de différentes manières, que les Européens n'ont pas confiance en eux-mêmes, qu'ils n'ont plus confiance dans leur capacité à se projeter, à innover. On a un déficit d'innovation depuis 10 ans qui est terrible, même si on fait énormément de progrès. Alors, peut-être un dernier mot de chacun sur cette confiance qui est le bien commun de toute économie moderne, mais aussi de toute démocratie. Antoine, je sais que Pierre a fait un livre dessus aussi, sur la confiance. Moi, je crois tout simplement que, on l'a dit, on l'a répété, tout commence à l'école. À partir du moment où, après avoir réellement fait entrer la citoyenneté nationale en France, on est capable aujourd'hui de créer réellement la citoyenneté européenne, toujours selon la même définition de transcendance des identités, des communautés et des régions d'où l'on vient. Cette citoyenneté, elle s'enseigne à l'école, parce que cette citoyenneté entraîne également, et entraînera pour les générations futures, la solidarité et surtout
l'égalité, donc la confiance. Christophe. Très rapidement, moi je pense que la confiance, elle sera retrouvée à partir du moment où les citoyens auront le sentiment d'avoir prise sur le processus européen. Et sur ce plan-là, puisque tu nous as invités à faire une proposition, il y a quand même sur la table actuellement une proposition qui est d'impliquer beaucoup plus les parlements nationaux. Joschka Fischer est un Européen convaincu, fédéraliste, a fait peu de temps un papier là-dessus pour dire qu'il faut que les parlements nationaux soient également associés au dispositif. Moi, c'est aussi mon sentiment. Alors, je sais que ça fait bondir beaucoup de parlementaires européens et, disons, les institutions communautaires, mais je pense que la confiance, elle peut se rétablir en faisant que les représentants élus sur le plan national par les citoyens portent à un certain moment la dynamique européenne et la question européenne. Pierre, votre proposition sur la confiance, comment on l'a... La confiance, elle est essentielle. Il faut que l'individu, dans son identité profonde, intègre cette identité européenne. C'est qu'il ne voit pas une menace à son identité nationale. Il faut que l'Europe arrête d'être le bouc émissaire, parfois dans les discours politiques, comme nous le faisions au Canada avec le GATT et l'OMC. À chaque fois qu'un travailleur perdait son travail, on disait c'est pas le Canada, c'est pas nous, c'est pas notre bon gouvernement, c'est l'OMC qui nous y force. C'était faux. On savait qu'il fallait faire des réformes. Et je trouve que trop souvent, on fait porter à l'Europe des décisions qui sont inévitables. Il faut réconcilier donc l'identité nationale et l'identité européenne comme étant complémentaires et constructives. Ça a été très bien dit ici et là. Quand on dit confiance, on pense à deux choses. Il y a confiance dans l'avenir et de ce qu'on va faire. Il y a confiance les uns avec les autres et confiance que les uns et les autres, on est ensemble dans la même barque. Je suis très sensible à ce qui a été dit sur l'éducation. Je pense que ce genre d'identité, ça se construit en identité sur le très long terme. Ça se construit à partir de très jeune. Ça s'apprend à l'école déjà. Je vais lancer une idée en l'air. Pourquoi pas un jour imaginer que... Parce que on n'a pas on va jamais avoir de grand canal de culture universel européen pour la question de langue. Il n'y aura pas de télévision qui diffusera en toute l'Europe. En revanche, on peut faire transporter les gens, c'est le grand succès d'Erasmus. Pourquoi pas un jour, on aurait un plan comme quoi tous les élèves de 6e, enfin équivalence 5e dans l'Europe, vont chacun vont faire un séjour dans un autre pays européen. Ça fait partie d'un programme d'éducation, citoyenneté européenne. Ça fait partie d'un programme dans lequel on apprendrait la culture et les traditions du pays correspondant. Tout le monde irait dans des pays différents, tout le monde verrait tout le monde. Ça serait le même reproduit au niveau des enfants pour qu'ils intègrent pour toute leur vie le fait que les Européens, avec toute leur diversité, ça fait partie d'un grand projet dans lequel ils sont impliqués profondément. Voilà. Poser la question de la confiance. La confiance, ça veut dire qu'on a foi, on croit ensemble. Et donc, il ne peut pas y avoir de confiance s'il n'y a pas un espoir partagé. Cet espoir européen, il faut qu'il soit partagé. Il ne peut pas y avoir l'espoir de la France, ou l'espoir de la France et de l'Allemagne. Il doit y avoir un espoir basé sur des valeurs et qui, en même temps, se concrétise. Ensuite, oui, on a dit eurofédéralisme. Parce qu'on a une monnaie unique. Et on a bien vu, et c'est la 5e gaffe de la matinée, qu'il y a effectivement une Europe à deux vitesses. Oui, il y a une Europe et des pays européens qui disent, et Christophe y faisait référence tout à l'heure, tout libéraliser, tout dérégulariser. Eh bien, cette Europe qui ne veut pas de contrôle de la finance mondiale, nous sommes contre. C'est la Grande-Bretagne qui l'incarne, et c'est son droit, mais ça n'est pas la même Europe que nous voulons construire. Et puis il y a une Europe qui doit être plus intégrée, et elle a déjà fait un pas, puisqu'elle a déjà partagé quelque chose qui est une souveraineté majeure dans l'histoire des peuples, sa monnaie. Eh bien, il faut que nous continuions à ce moment-là pour avoir confiance, que cette marque de première étape de confiance se suive avec une deuxième marque. Et pour ancrer cette confiance, il faut que le peuple ait ses représentants partagés. Il ne peut pas y avoir un Parlement européen qui ne parle pas aux parlements nationaux. Et donc il faut effectivement un Parlement de l'eurozone,
pardon de le dire, parce qu'il y en a qui veulent aller plus loin, plus vite. On ne force pas les autres à aller à la même vitesse et aussi loin, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de continuer à avoir un idéal européen et à le construire ensemble et à l'ancrer dans la démocratie. Et donc, s'il y avait une proposition qui est déjà ébauchée d'ailleurs, puisque une conférence existe désormais avec le nouveau traité sur une conférence des parlements nationaux et européens, eh bien oui, il faut un parlement de l'euro, de la zone euro, et ce parlement de la zone euro, c'est les peuples qui les désignent au niveau européen et qui les partagent au niveau national. Alors, on parlera la même langue et on ne fera pas ce que disait notre ami canadien. Chaque fois que ça va bien, c'est moi, c'est la nation qui les fait. Et puis chaque fois que ça va mal, c'est à cause de l'Europe. Rappelez-vous les critères de Maastricht, comme on disait, on aurait dit qu'on donnait un coup de fouet en même temps, hein, que la consonance était d'une violence grave. Eh bien, eux, ils le faisaient en disant c'est positif, et nous, on le disait sans le faire. Eh bien, mettons-nous à la discipline et à la solidarité, et construisons justement cette Europe nouvelle, qu'on appelle de nos voeux, dans la confiance. Et puis quand on aura confiance en nous, vous allez voir que les marchés financiers, qui ne sont que des suiveurs, eh bien, ils auront confiance en ceux qui ont confiance en eux. Voilà. Je me permets de saluer François Bayrou qui vient d'arriver parmi nous. Encore un mot, c'est juste rajouter que pour qu'il y ait confiance en l'Europe, il faut aussi rajouter la connaissance. Cette connaissance qui s'acquiert au fur et à mesure de notre vie, on en a parlé un peu déjà au collège, au lycée, dans les écoles, et puis par la suite dans toutes nos formations. Je pense qu'avec cette connaissance de l'Europe, et c'est ce que font les think tanks comme Mouvement européen avec l'Europe à l'école, c'est ce qu'on fait dans nos formations dans les universités, c'est comme ça que la connaissance et donc la confiance dans l'Europe va pouvoir s'ancrer. Et je pense qu'une journée comme aujourd'hui, où on va parler, où on va essayer d'aller de l'avant, envisager justement ces projets dont on parle, quel projet institutionnel, comment faire que le peuple, qu'il y ait cette action populaire qui supporte, et il y a de plus en plus, on en parlait avec certains, des mouvements à travers les différents États membres d'action populaire qui se manifestent, qui se proposent pour justement une action fédérale. Donc si à traité constant, pour le moment on ne veut pas parler de changement institutionnel, on ne peut pas le faire, par ces actions populaires, des choses se dessinent. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que la connaissance est aussi partie du paquet, et je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir y contribuer. Merci infiniment. Je voudrais saluer Richard Descoings qui nous accueille dans ses locaux. On a parlé en mai dernier, donc merci encore pour cette belle journée, le travail fait par vos équipes. J'en profite aussi pour rappeler que c'est important de dire qu'il y a des idées et qu'il y a des apporteurs d'idées.